Merci à toutes et à tous d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. À suivre dans ce journal un extrait du discours de Patrice Talon qui était ce matin à l'Assemblée nationale pour son discours sur l'état de la nation conformément à l'article 112 de la Constitution béninoise. Hervé Diokbe, nouvel ambassadeur plénipotentiaire du Bénin près l'Union africaine et l'Éthiopie, a été reçu hier en audience par la vice-présidente Mariam Tchabi Talata. Le point dans cette édition. En Belgique, les salles de spectacle resteront ouvertes malgré la volonté du gouvernement de les fermer. Les précisions dans un instant. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais en titre, le chef de l'État, Patrice Talon, était ce matin à l'Assemblée nationale pour son discours sur l'état de la nation, conformément à l'article 112 de la Constitution béninoise. Dans son adresse, le président de la République a relevé deux défis majeurs, à savoir la situation sanitaire et au Bénin, bien sûr, et la sécurité. Écoutons ici un extrait de ses propos. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, autant nous avons des motifs d'assurance quant à la poursuite de notre marche vers le progrès collectif, autant nous devons rester lucides pour observer et traiter les obstacles qui menacent de l'entraver. À ce propos, je me dois de partager avec vous les deux défis majeurs qui se posent à nous en ce moment. Ils sont bien d'ordre sécuritaire et sanitaire. Du point de vue sécuritaire, nous le savons tous, ces dernières années, nous avons engagé des réformes et accompli des investissements et consenti des investissements importants pour équiper nos forces de défense et de sécurité, afin de garantir davantage la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Ce que beaucoup ne savent pas encore, peut-être, c'est que depuis 2 ans au moins, nous avons déployé un important dispositif de prévention dans nos communes frontalières, où la menace terroriste, à raison des développements observés dans des pays limitrophes, est forte. Tant le phénomène a pris de l'ampleur chez certains de nos voisins. Nous l'avons fait, s'il vous plaît, pour prévenir ou éviter au maximum les incursions chez nous, parce qu'il faut bien le dire, la situation dans la sous-région est très préoccupante. L'autre défi du moment, c'est bien la pandémie de Covid-19. Elle ne cesse d'éprouver le monde et de compromettre gravement l'économie. Aucun pays n'est épargné, y compris le nôtre. Fort heureusement, la situation n'est pas désespérée. La mobilisation de la communauté internationale, notamment scientifique, permet d'y faire face avec un certain succès, malgré les mutations prévisibles du virus. La mobilisation de la communauté internationale nous permet donc d'espérer et de constater que la situation n'est pas désespérée. Les différents vaccins apportent des réponses pertinentes et palpables. Aujourd'hui, la quasi-totalité des cas graves et des décès concerne les personnes non vaccinées. Malheureusement, beaucoup de réticences injustifiées s'observent encore ici et là, et le Bénin n'échappe pas à ce paradoxe. C'est pour l'éviter que nous avons mis l'accent sur la sensibilisation et la vaccination de masse. Grâce à cette stratégie, les chiffres commencent à s'améliorer et nous devons renforcer cette dynamique qui s'observe. Cela est à notre portée, n'est-ce pas? C'est bien notre challenge le plus passionnant. Nous y tenons, nous y arriverons. Nous venons de loin, comme on l'a déjà dit, mais nous irons le plus loin possible.
Après le discours du chef de l'État, Patrice Talon, quelques personnalités politiques présentes à l'Assemblée nationale ont accepté de donner leur impression à notre équipe de reportage sur place. Suivez leurs propos. Le président nous a donné beaucoup d'espoir. D'abord, il a fait un état des lieux et faire retenir l'attention de l'auditoire sur le fait que pendant les 5 dernières années, nous avons fait un grand bond. Et au nombre de ces bonds, il y a le changement de l'état d'esprit des Béninois. Et il a fait ressortir cet aspect fondamental qui s'observe aisément dans le pays, où aujourd'hui, on sait qu'il y a un changement de mentalité, que l'impossible n'est plus béninois, comme il a si bien dit. Mais au-delà, il nous a donné l'espoir par rapport à tout ce qui viendra renforcer déjà les acquis. Le chef de l'État a prononcé un discours sur l'état réel de la nation. Et je pense que vraiment le chef de l'État, pour moi, n'est pas du tout passé à côté. Il a été direct, il a diagnostiqué les maux dont souffre le peuple béninois et a apporté des solutions. L'autre chose, il a parlé de la pandémie qui fait ravage. Il a démontré qu'à cause de cette pandémie, nous avons un problème économique. Et a invité les Béninoises et les Béninoises à se faire vacciner. Et nous, en tant que relais, représentants du peuple, nous allons relayer ces informations qui viennent directement de la bouche de la haute autorité à convaincre nos mandats en disant, pour le moment, l'option, la seule option, la solution immédiate, c'est le vaccin. Il vient de réaffirmer sa position, que ce soit sur le plan national et international, à l'endroit de tout le monde, afin que les acteurs politiques puissent mieux comprendre et mieux travailler pour l'enracinement et la paix, histoire de pouvoir continuer aisément sa vision avec l'implication de tous les Béninois. Il recommande vivement à tous les Béninois de nous faire confiance afin d'aller le plus loin que possible. Nous venons de très loin et nous allons le plus loin que possible. Il a fait ressortir donc les deux grands défis qui binent en fait le monde entier, et en particulier donc le Bénin. Il y a d'abord le défi sécuritaire, dont il en a parlé, et il y a aussi le défi sanitaire avec la pandémie du coronavirus qui plombe vraiment la vie économique de toutes les nations. Je pense que c'est un très bon discours. Et surtout le fait d'exhorter les Béninois à continuer, pas à espérer. Pays et les préoccupations qui sont celles du peuple béninois actuellement sont liées aux deux défis qui lui tiennent à cœur. Il s'agit du défi sécuritaire et du défi sanitaire. Et évidemment, vient après, disons, la cherté de la vie. Le chef de l'État a disséqué tous ces trois sujets et a rassuré le peuple béninois des moyens conséquents qui sont, disons, mis en place à travers le programme d'action du gouvernement pour qu'on sente un mieux vivre dans le pays. On a constaté que le chef de l'État a été très précis, très concentré sur les objectifs. Et je crois que c'est ça qui fait avancer le pays. Quand vous avez un chef d'État qui sait ce qu'il veut, qui sait se concentrer, qui n'est pas distrait, qui a bien ciblé ses objectifs de développement, et je crois que c'est bien. Vous l'avez constaté au niveau du discours. Les défis ont été bien identifiés et qui sont clairs. Il a dit clairement quelles sont les actions qui sont en train d'être prévues pour corriger, pour faire en sorte qu'ils puissent faire bon vivre au niveau de tous les Béninois, au niveau de chacun des Béninois, au niveau de tous les Béninois en général. Hervé Diokpe, nouvel ambassadeur plénipotentiel du Bénin près l'Union africaine et l'Éthiopie, a été reçu hier en audience par la vice-présidente. Une visite qui s'inscrit dans le cadre des démarches protocolaires préalables avant son départ pour Addis Abeba. Mariam Tchabi-Talata a saisi l'occasion pour lui prodiguer quelques conseils. Au terme des échanges, le nouvel ambassadeur est séduit par les conseils de la vice-présidente. Suivez ici un extrait de ses propos à la sortie d'audience. Il est au micro de Aimé Juste d'Infodi.
il y a un processus lié au départ. Lorsque vous êtes nommé par le président de la République, vous entamez un processus et avant votre mise en route, vous êtes tenu d'aller vers les autorités pour recueillir leurs conseils, leurs orientations et avant de vous mettre en route. C'est la raison qui justifie ma présence ici. Madame la vice-présidente, elle m'a émerveillé. Elle m'émerveillait depuis, mais encore plus aujourd'hui. Elle m'a prodigué de sages conseils, elle a fait des prières, elle m'a donné des orientations pour que le Bénin, la présidente du Bénin s'affirme comme le veut le chef de l'État à Addis Abeba. Vous savez, Addis Abeba, c'est la capitale de la diplomatie africaine, et non pas seulement au niveau multilatéral. Et à Addis Abeba, il y a également le bilatéral, parce que les États sont là. Et au-delà de la Commission de l'Union africaine, vous pouvez renforcer, aider au renforcement de la coopération avec des États pris individuellement. Donc, en dehors des États africains, il y a également la présence des pays du monde entier. Les États-Unis sont là, l'Union européenne, la France, tous les pays du monde sont représentés à Addis Abeba, parce que c'est le centre de la diplomatie africaine. Donc, de ce point de vue, ma présence n'est pas seulement pour l'Union africaine, mais également au plan bilatéral, avec les États pris individuellement. Vous savez, je suis resté aux Nations Unies, je suis resté à New York, et plus de 70% des questions liées à l'Afrique sont étudiées à ce niveau. Et ces questions prennent corps au niveau de l'Union africaine. Et il faut une présence remarquée du Bénin, une présence qui permette au Bénin de se faire entendre et d'imprimer sa marque sur les dossiers qui vont remonter plus tard au niveau des Nations Unies à New York. Au cours de la même soirée d'hier, la vice-présidente Mariam Tchabi Talata a aussi reçu en audience le nouvel ambassadeur plénipotentiaire du Bénin près le royaume de l'Arabie Saoudite. Un moment de retrouvailles entre deux anciens collègues parlementaires, Adam Bagoudou et Mariam Tchabi Talata, ont discuté des nouvelles stratégies pouvant permettre de rehausser davantage l'image du Bénin à l'extérieur. Des échanges satisfaisants pour l'ambassadeur. Suivez un extrait de ses propos à sa sortie d'audience. Il est au micro de Aimé-Just d'Infodji. On a échangé sur les questions d'actualité à la fois nationale et internationale. Elle a marqué un intérêt particulier à tout ce qui touche les rapports entre le Bénin et l'Arabie Saoudite et a souhaité que nous puissions travailler à consolider les acquis, les différents chantiers qui sont en cours dans le cadre de cette coopération, travailler à consolider ces acquis. Il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts dans plusieurs secteurs. Elle a souhaité, m'a exhorté à poursuivre, à faire le suivi, faire en sorte que tout ce qui était en cours puisse aller à terme et que les nouveaux chantiers puissent s'ouvrir rapidement pour le bien de notre pays. Puisque le poste est un poste mixte, bilatéral et multilatéral. Elle est venue aussi sur la question de l'OCI qui est un puissant instrument de développement avec le bras financier qui est la Banque islamique. Comme il y a beaucoup de projets en cours dans le pays que la BID a financé, donc elle a exhorté à ce que nous puissions travailler dans toutes ces directions afin de permettre à notre pays de tirer le meilleur profit de cela. Davantage d'améliorer le positionnement de notre pays à l'extérieur. L'image est déjà très bonne. Il faut continuer à maintenir le cap. Donc voilà, autour de ces thématiques. Et je sors de cette audience assez enrichie. Sa lecture m'a beaucoup enrichi, la lecture qu'elle a eue de cette coopération m'a beaucoup enrichi et je voudrais vraiment mettre tout ça. Et puis l'engagement de mettre ça en pratique et de continuer à travailler et donc de mériter cette confiance. Parlons à présent de la flambée des prix de certains denrées alimentaires en cette période de fête de fin d'année. Une denrée qui a fortement augmenté de prix est bien sûr le cassoulet. Pourquoi cette hausse de prix? Élément de réponse dans ce reportage de Doka Samwangan.
Le cassoulet, plat traditionnel fait à base de lingots de Castelnaudary, une vieille variété de haricots, se retrouve souvent dans les menus de fête des Béninois. Cultivée aussi au Bénin, cette denrée connaît depuis quelques semaines une cherté considérable. Une situation qui s'explique par des difficultés de récolte, selon certains vendeurs rencontrés au marché de Bégamé. Plusieurs raisons expliquent la cherté du cassoulet. D'abord, peu d'agriculteurs ou de cultivateurs ont semé cela cette année. Et cela, même ceux qui avaient semé n'ont pas récolté grand-chose. Donc c'est ce qui explique la cherté du cassoulet. Pour le moment, c'est à 3 000. Ça peut augmenter. La raison de la cherté du cassoulet, c'est que lorsque les gens le sèment, ils récoltent beaucoup. Dans ce cas, c'est moins cher. Mais cette année, la récolte n'a pas été bonne. Voilà pourquoi ils ont augmenté le prix du peu qu'ils ont pu récolter. Le cassoulet n'est pas la seule denrée alimentaire dont le prix a augmenté ces derniers temps. C'est ce que nous dit Dame Félicienne, vendeuse au marché de Bégamé. Ce n'est pas le cassoulet seul qui est cher, c'est le prix du gari seul qui a diminué. À noter que le cassoulet contient plusieurs nutriments tels que les protéines, les glucides et les lipides. Hors du Bénin, c'est aujourd'hui que le projet de loi sur l'instauration du pass vaccinal sera examiné en commission de l'Assemblée nationale après une audition du ministère de la Santé, Olivier Véran. Un pass sanitaire qui a suscité un mouvement de contestation. Ses opposants dénoncent une obligation pour pouvoir accéder à certains lieux publics. Reportage de nos confrères de RT France. 2021, saison 2 du Covid-19, marquée par plusieurs épisodes. Ceux du pass sanitaire et des manifestations anti-pass auront marqué les esprits. Et tout commence le 29 avril, après qu'Emmanuel Macron déclare ceci. Le pass sanitaire ne saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours, comme les restaurants, théâtres et cinémas. Il ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français. Un message qui aurait pu en rester là, sauf qu'un peu plus de 2 mois plus tard, le même Emmanuel Macron non seulement rétropédale, mais impose aussi la vaccination obligatoire pour les soignants. Pour les personnels soignants et non soignants, des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, pour tous les professionnels ou bénévoles qui travaillent au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile. La vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Une volte-face qui sera le point de départ d'un mouvement de contestation massif contre le pass sanitaire. D'après les autorités, jusqu'à 237 000 personnes manifestent dans toute la France sur la journée du 7 août. Véran lui-même, Castex, Macron ont tous dit il n'y aura pas de pass sanitaire, puis il y en aura un mais pas étendu au restaurant, puis il y en aura un mais pas après le 15 novembre, mais il y en aura un mais la 3e dose ne sera pas intégrée. Mensonge, mensonge, mensonge. On ne peut pas être gouverné par le mensonge. Il faut arrêter au bout d'un moment. Et deuxièmement, c'est la folie totale. Cette stratégie, écoutez, l'Europe est la zone où il y a le plus de contamination dans le monde. Véran l'a dit lui-même, les 2 tiers. Or, c'est la zone où il y a le plus le tout vaccinal, où il y a le plus de passes sanitaires. Donc, c'est un échec radical. Point barre. Donc, on change radicalement de stratégie. Et on regarde ce qui marche dans le monde. Ce qui marche dans le monde, c'est la liberté. C'est d'investir dans l'hôpital, c'est de traiter les gens. C'est pas la folie actuelle. Voilà. Donc, on est debout et on sera debout jusqu'au bout. Une colère qui gagne aussi la Guadeloupe, où la résistance au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire pour les soignants et les pompiers est le point de départ d'une contestation sans précédent, parfois violente, au point que l'exécutif envoie sur place une centaine de gendarmes et de membres du GIGN. Des revendications plus larges émergent par la suite et la question de l'autonomie de l'île revient même sur la table. Alors, pour protester contre l'arrêt des négociations avec l'État, plusieurs centaines de manifestants parviennent à entrer dans l'hémicycle du Conseil régional de Guadeloupe le 23 décembre. Nous ne sommes pas une minorité violente, nous sommes le peuple qui se lève tout entier et nous n'en sommes qu'au début. Pourtant vive dans l'Hexagone ou aux Antilles, la contestation contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale fait face à une forme de mépris
de la part du gouvernement. Il y a une très grande majorité de Français qui s'est fait vacciner ou a prévu de le faire dans les prochaines semaines. Il y a des Français plus difficiles à convaincre que d'autres et donc il faut échanger avec eux et les convaincre. Il s'agit d'une infime minorité qui est dans l'instrumentalisation de tout ça, pour des raisons politiques, politiciennes, pour des raisons médiatiques qui jouent avec les peurs et racontent n'importe quoi. Le président de la République, pour sa part, qualifie les manifestants d'égoïstes et d'irresponsables. Claude Maluret, sénateur indépendant de l'Allier, qui ne fait jamais dans la demi-mesure, va jusqu'à l'insulte en comparant les manifestations anti-pass à des cortèges de pigeons menés par des ânes. Alors que les résistants d'opérette s'exprimaient dans les rues avec leurs pieds, tous les autres Français se sont exprimés avec leur cervelle en se faisant vacciner. Ils ne savent même pas localiser leur vésicule biliaire, mais ont un avis tranché sur l'ARN messager et l'hydroxychloroquine. Malgré la colère qui monte, le gouvernement ne recule pas. Il va même plus loin en voulant transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Objectif, pousser les 6 millions de réfractaires à se faire vacciner. Il n'est pas admissible que le refus de quelques millions de Français de se faire vacciner mette en risque la vie de tout un pays. Un projet de loi sera soumis au Parlement début janvier, notamment pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal et durcir les conditions de contrôle et de sanctions contre les faux pass sanitaires. Désormais, seule la vaccination sera valable dans le pass. Ce projet de pass vaccinal doit être débattu à l'Assemblée nationale dans les premiers jours de janvier avant d'être transmis au Sénat. Le gouvernement vise une application à compter du 15 janvier. D'ici là, le mouvement de contestation pourrait bien repartir de plus belle. En Belgique, la décision du Conseil d'État devrait calmer la colère des professionnels du spectacle. Les salles resteront ouvertes malgré la volonté du gouvernement de les fermer. Les précisions dans cet élément. C'est un grand ouf de soulagement pour le monde culturel belge. La justice a suspendu mardi la décision politique de fermer les salles de spectacle, jugeant que ces lieux de représentation ne favorisent pas la propagation du virus. Le Conseil d'État suspend la mesure de fermeture des lieux clos des établissements relevant du secteur culturel qui a été ordonnée. Il a en effet jugé à titre provisoire que cette mesure n'était pas proportionnée et que l'acte attaqué ne pouvait se fonder sur des motifs adéquats, permettant de comprendre pour quelles raisons la fréquentation des salles de spectacle relevant du secteur culturel était particulièrement dangereuse pour la santé de la population. Pris de court, l'exécutif a, lui, réagi dans la soirée. Nous analysons actuellement en profondeur l'arrêt du Conseil d'État. Toutes les concertations nécessaires auront lieu rapidement. Seules les salles de spectacle sont pour l'heure concernées par cet arrêt du Conseil d'État, même si les cinémas pourraient bientôt également bénéficier du même traitement et donc d'une réouverture anticipée, une décision qui irait dans le sens de la ministre de la Culture, laquelle déjà opposée à la fermeture d'une partie de ces lieux de culture. Le Conseil d'État vient de trancher et rappelle qu'il n'est pas démontré que les salles de spectacle seraient des lieux particulièrement dangereux. La fermeture des salles de théâtre est donc levée. Rien ne sert d'attendre un nouvel arrêt avant de rouvrir les cinémas. Le gouvernement ne peut pas faire appel de cette décision judiciaire. Applicable immédiatement, elle est valable le temps qu'une décision soit prise sur le fond, ce qui pourrait prendre plusieurs mois. De quoi donner la possibilité au monde culturel belge de reprendre son souffle. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur nos plateformes digitales, Twitter, Facebook, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonne suite de nos programmes et à demain.